Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Aujourd'hui, je réponds au micro de Victoria à un certain nombre de sujets que vous vous posez certainement toutes, qui est pourquoi ça coince autant pour parler d'argent chez les femmes. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour nous parfois de devenir investisseuse et comment lever nos blocages et passer à l'action. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à télécharger votre bonus dans la description, les 6 secrets de ta liberté financière. Et je réponds tout de suite à toutes ces questions au micro de Victoria. Alors, moi, j'ai un drôle de métier, mais je vais vous expliquer un petit peu d'où je viens, comme ça vous comprendrez mieux pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, parce qu'on est toutes le produit de quelque chose qu'on a vécu quelque part. Donc moi, à la base, j'étais économiste et pendant 20 ans, j'ai dirigé des structures d'appui à l'entrepreneuriat, au financement, à l'investissement. J'ai même démarré dans le milieu des levées de fonds, qui sont des milieux très très masculins. J'étais une des rares femmes dans des milieux d'hommes pendant presque 20 ans. Et puis, je me suis rendu compte, parce que j'étais spécialiste du comment, que ce qui nous autolimitait, c'était pas le comment, mais c'était plutôt nous, et notamment quand il s'agit des femmes et des sujets qui touchent à l'argent, puisque moi j'ai parlé de fric tous les jours de ma vie quasiment. Eh bien, si je t'explique comment réussir, que ce soit en matière d'investissement ou en matière de business, pour autant, tu n'y arriveras pas parce que ce qui va te bloquer, c'est toi-même. Et toi-même, ça va être ton rapport au temps, au travail, à l'argent et à la réussite. Et du coup, j'ai switché professionnellement et je me suis spécialisée sur ce drôle de sujet qui est le rapport à l'argent et notamment le rapport à l'argent des femmes, ce qui c'est beaucoup plus compliqué et j'expliquerai pourquoi. Et notamment pour des femmes qui ont décidé de devenir libres financièrement, c'est-à-dire de monter un business et d'investir. Je parle du comment qui en fait semble un peu facile, mais qu'en fait c'est pas le comment qui pose problème, c'est le soi, soi-même. Donc c'est justement ce qu'on va aborder un peu plus en détail aujourd'hui. Mais dites-nous les filles si ça vous parle, s'il y a des choses qui justement vous bloquent aujourd'hui par rapport à l'argent, par rapport au fait de devenir libre financièrement. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche d'avancer vers vos objectifs financiers? Dites-nous un peu plus, comme ça on pourra échanger un peu plus et aller plus loin. Du coup, pour toi, tu en as déjà un peu parlé, mais c'est pas le comment qui pose problème, c'est nous. Donc, à quel niveau justement on rencontre des blocages nous en tant que femmes par rapport à l'argent? Alors, c'est des blocages qui sont en grande partie hérités, qui sont hérités pour des questions, on va dire, sociologiques et de la place de la femme dans la société française, puisque on n'est pas nombreuses à avoir eu des mamans qui étaient libres financièrement, c'est-à-dire des mamans qui étaient hyper à l'aise avec les sujets liés à l'argent et qui savaient monter des business florissants et investir. Alors même j'en ai pas rencontré beaucoup et c'était pas mon cas, je vous rassure. Moi, même si je suis devenue économiste, c'est parce que j'ai cherché une réponse que je ne trouvais pas chez moi et parce que je suis pas issue de milieux où on expliquait ces culture de l'argent qui était transmise aux hommes depuis toujours. Pourquoi? Parce que justement, en France, les femmes n'ont eu le droit de gérer leur argent. On parle que de gérer, hein. Donc c'est apprendre la gestion quotidienne qu'à partir de 65. Moi, 65, c'est la génération de ma maman. Et on n'en était qu'à gérer. Avant, elles avaient le droit d'en gagner, mais pas d'en disposer librement. Donc entre juste avoir le droit de la gérer, le gérer comme il faut, et après apprendre à le multiplier, à le mettre aux bons endroits, et se sentir légitime de le faire dans un monde où ça a été aux mains des hommes depuis toujours, eh bien ça veut dire qu'il faut revoir pas mal de croyances et on nous a transmis beaucoup de facteurs limitants qui sont liés justement à la sociologie, à la place de la femme dans la société. Et puis dans les familles souvent, c'était les femmes qui géraient le budget du quotidien, on va dire les pots de yaourt et la gestion du ménage, mais pour autant, c'est encore pour beaucoup les hommes qui prennent les questions stratégiques qui sont liées à la projection dans l'avenir. Et donc, en fait, monter un business, investir, c'est se projeter dans l'avenir, c'est se projeter dans la vie qu'on a envie d'avoir. Et c'est aussi penser qu'on va réussir à le faire soi-même et qu'on a le droit de le faire soi-même. Et il y a beaucoup de femmes pour qui c'est pas du tout évident ce sujet-là et qui du coup sont en proie à beaucoup d'insécurité. Pourquoi? Parce que nos mères aussi nous ont transmis parfois cette culture des insécurités. Pourquoi? Parce qu'elles ne savaient pas faire et parce qu'elles n'avaient pas la main. Et c'est pour ça qu'on attend parfois la peur du manque et des insécurités ressenties, puisque là on parle d'émotions et de croyances, et c'est tout ça qui constitue notre être, c'est-à-dire notre programme intérieur. Ouais. Ça me parle vraiment ce que tu dis. Alors moi, j'ai la chance, on va dire, de faire partie des générations assez jeunes qui justement ont déjà une ouverture d'esprit là-dessus. Ils se disent, mais en fait, je veux pas du tout reproduire ce que mes parents ont fait. Et encore, je pense que mes parents, c'est un peu différent, mais c'est vrai que je reconnais un peu le schéma que tu dis, où on a vraiment la maman qui gère le budget, mais en fait, c'est juste les courses, voilà, les petites choses du quotidien.
Et en réalité, comment faire fructifier son argent, c'est c'est le papa qui gère. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a été ancré dans notre société depuis très longtemps. Et ça a un impact encore aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi normal qu'on ait encore un peu besoin de temps pour changer les choses. Euh, du coup, toi, tu penses qu'on a quand même hérité aussi des émotions, des croyances. Ça, c'est vrai que ça joue énormément dans notre rapport à l'argent. Ça nous bloque aussi dans notre émancipation, dans le fait de vouloir changer les choses, justement, et de pouvoir reprendre le pouvoir sur notre argent. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Quel type d'émotion on peut ressentir par rapport à l'argent ou quel type de croyance on pourrait avoir? Alors, on a souvent des émotions qui sont bloquantes et plutôt négatives, hein. On va dire qu'en France, l'argent n'est pas encore un sujet extrêmement simple. On voit que c'est une espèce de boule émotionnelle chez tout le monde. Alors, on le voit dans les débats politiques, on le voit un petit peu partout. On envoie beaucoup de jugements de valeur sur les gens, qu'ils en aient ou qu'ils n'en aient pas d'ailleurs. En fait, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, on est toujours assez mal perçu. Donc, c'est pas du tout un sujet qui est libre, puisque à l'intérieur de nous, ça crée des hontes ou des culpabilités. Alors, chez les femmes, des hontes et des culpabilités qui sont pas les mêmes que chez les hommes, parce que moi, j'ai bossé pendant 20 ans avec des hommes et maintenant, je bosse essentiellement avec des femmes. C'est pas du tout la même chose. Chez les hommes, c'est beaucoup d'injonctions et chez les femmes, c'est beaucoup de plafond de verre. C'est de pas s'autoriser à être celle qui en gagne parfois plus. Alors ça, je le vois plus chez les femmes qui sont en couple, notamment celles qui sont entrepreneurs, c'est pas s'autoriser à gagner plus que leurs compagnons. C'est encore assez révolutionnaire, ça, dans la société dans laquelle on vit. Il y a aussi beaucoup de schémas culturels où, quand tu regardes les films, eh ben, souvent, la femme qui gagne l'argent, c'est, on va dire, une espèce de garce carriériste qui sacrifierait sa famille et qui serait sans cœur. Or, bah non, en fait, le montant de ce qu'on a sur notre compte en banque et de la manière dont on gère notre argent n'a rien à voir avec la personne qu'on est. Moi, j'aime bien dire que l'argent, le beurre dans la cuisine, c'est un exhausteur de goût et de comportement. C'est-à-dire que si tu te comportais mal, tu te comporteras certainement encore plus mal avec de l'argent. Par contre, si tu étais altruiste, tu vas pouvoir être altruiste avec des moyens et le mettre aux bons endroits. Donc, je te souhaite d'en gagner pour être généreuse et faire le bien autour de toi. Et donc voilà, je le disais, on juge. Et puis, on est aussi dans une culture où très tôt, on valorise le fait que les petits garçons et les garçons d'une manière générale aient de l'ambition, et plutôt que les femmes s'occupent des autres. Or, c'est très bien que nous ayons de l'ambition, et notamment l'ambition de se construire une vie qui est celle qui nous correspond. Oui, c'est vrai. Ce que tu dis me parle beaucoup aussi, effectivement, et ça fait partie des sujets que je voulais parler avec toi après. Mais effectivement, comme tu dis, t'as dit beaucoup de choses hyper intéressantes. Effectivement, c'est un sujet qui est encore tabou pour beaucoup, en France particulièrement, c'est vrai. Euh, je pense qu'on est vraiment en train de changer ça prend du temps. Euh, mais qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil pour justement essayer de développer des émotions positives par rapport à l'argent, développer des croyances positives qui vont nous aider justement à aller vers le mieux, à se sentir bien avec l'argent, à se sentir à l'aise et à oser se dire je peux être ambitieuse, je peux gagner plus d'argent sans être pour autant, comme tu dis, sans pour autant sacrifier ma famille, etc. Enfin, voilà. Est-ce que tu as des conseils à nous donner par exemple? Eh ben, je ne fais que ça, donner des conseils de ce type-là tout le temps. Donc, la première des choses, c'est d'aller vous abonner à Fric au féminin, parce que moi, j'ai créé un média justement gratuit, libre, pour aider des femmes à se reprogrammer. On parle bien de reprogrammation par rapport à tout ça. Et oui, ça passe par plusieurs phases. On va dire la première des choses, c'est de faire le constat de qu'est-ce qui s'est passé dans notre famille et qu'est-ce qu'on nous a transmis sur ce sujet-là, et parfois sur plusieurs générations. Parce que si vous aviez un grand-père qui a vécu la guerre et qui a mangé des épluchures de pommes de terre, ainsi de suite, il est possible qu'on vous ait transmis la culture du manque et de la sursécurité à outrance. La même chose, si tout le monde dans votre famille était fonctionnaire au moment où vous allez vouloir monter votre business, mon Dieu, on va avoir l'impression que la terre entière, c'est cool qu'un éclair céleste va passer sur vous et vous griller sur place. Et oui, ça, c'est des choses qu'il faut travailler justement pour voir d'où ça vient et pourquoi à l'intérieur de nous c'est si douloureux. Et ça, on le reprogramme tout simplement en faisant des exercices où on associe des émotions plus positives et on libère tout ça. Donc ça vaut le coup de le faire. Pourquoi? Parce que sinon ça risque de vous plomber et vous risquez de ne pas vous autoriser à passer à l'action. Deuxième chose, c'est de s'entourer de gens qui ont une culture positive vis-à-vis de tout ça. Si vous êtes entouré que de personnes qui voient l'argent comme le vilain Satan et le fait que vous vous posiez des questions par rapport à ça et qui vous regardent de travers dès que vous cherchez des réponses, bon là ça va pas vous aider à aller dans le sens de ce que vous voulez avoir. Donc c'est très très important de bien s'entourer. Pourquoi? Parce qu'on est pour eux à ce qu'on nous raconte. Et puis c'est aussi justement oui vous allez vous brancher sur la bonne culture de ces sujets-là. Et on est nombreuses à avoir créé des médias libres là-dessus.
Et moi-même, j'en parle régulièrement. Et puis j'interviewe des femmes authentiques, j'aime bien dire, des femmes avec des yeux qui brillent, des mamans toutes simples, des Jacqueline, des Véronique qui avec leurs petits moyens ont démarré des trucs et se sont construits leur liberté financière parce que oui, ça vient aussi casser ces codes de penser qu'il faut avoir beaucoup de moyens, que si on est une femme et qu'on a décidé de le faire seule, c'est compliqué. Ben non, on est nombreuses à l'avoir fait. Donc, je le montre aussi et pas que l'histoire d'Ophélie ou la tienne, tu vois, mais d'autres nanas qui l'ont fait parce que ça permet de se rendre compte qu'en fait, oui, on peut le faire. On peut être une madame tout le monde et avoir décidé de le faire. Et en plus, les femmes souvent ne sont pas dans cette idée de devenir riches, elles sont plutôt dans cette idée d'être plus libres de leur temps, libres de leur choix. Et c'est véritablement ce pourquoi il faut le faire aussi. Moi, j'insiste quand on a une femme, c'est avoir une plus grande liberté de choix, le choix de choisir le job qu'on veut, la personne avec qui on a envie de vivre et de ne pas être adossé à elle pour des questions économiques. Et ça, c'est hyper important. Et puis qu'on transmette à nos filles, et moi, je suis maman aussi d'une fille, les bons messages là-dessus pour que la question de l'équité salariale dans l'investissement et l'entrepreneuriat eh bien, puisse se transmettre et qu'on en finisse avec ces mauvais chiffres qu'on annonce chaque année à la journée de la femme. Oui. Merci pour tes conseils, Ophélie. Ça m'a fait penser à une image d'ailleurs, ce côté un petit peu héritage qu'on a justement de nos parents ou de voilà au-dessus de nous. C'est un petit peu comme un boulet qu'on traîne en fait et qui nous appartient pas. Donc, il faut juste le couper et s'en séparer. C'est bien de l'identifier comme tu dis, de prendre conscience d'où ça vient et après comme tu dis, de pouvoir s'en libérer, de s'en détacher et de reprogrammer son cerveau, ses pensées, etc. Et aussi sa manière de voir l'argent, parce que l'argent en soi c'est une énergie, mais c'est un outil en fait. Comme tu dis, le but c'est pas d'être riche, le but c'est d'être libre. Oui, c'est un moyen qui donne une plus grande liberté de choix, une plus grande liberté d'action, une plus grande liberté de temps, et puis une plus grande liberté aussi de l'affecter à des choses qui font réellement sens pour vous, parce que ça permet de changer les choses positivement dans nos vies, dans celles des gens qu'on aime, et plus généralement sur des projets qui vont impacter le monde tel qu'on a envie de le voir aussi. C'est ça, exactement. Et du coup, c'est là où nos deux sujets se rejoignent beaucoup, parce qu'on a toutes les deux cette envie d'amener plus de femmes justement vers leur liberté financière. Et donc, on a des moyens différents d'y arriver, mais c'est là où c'est intéressant parce que moi, par exemple, j'accompagne beaucoup de femmes dans l'immobilier, dans l'investissement locatif, et on fait face au même blocage. Parce que de toute façon, c'est forcément lié. L'immobilier, c'est de l'argent. C'est pas que de l'argent, mais c'est de l'argent aussi. Et donc, on a les mêmes blocages, les mêmes croyances limitantes, surtout en tant que femme aussi. Alors, pareil, l'immobilier, c'est un milieu très masculin de base. Et donc, on se retrouve face à des mecs, on n'est pas toujours pris au sérieux. Voilà, c'est pas toujours évident. Et puis très souvent, en fait, en tant que femme, on se sent pas légitime. On se dit, mais moi, je suis qui pour aller chercher l'argent ou pour investir dans l'immobilier? Moi, je suis qui pour ça? Est-ce que je mérite vraiment de faire ça? Est-ce que j'ose pas trop demander parce que sinon, ça me paraît trop prétentieux. Après, je vais être une petite princesse. Enfin voilà, comment est-ce que tu vois les choses de ton côté sur ce sujet-là? Alors ça, justement, c'est ce que je disais, c'est une question de croyance. C'est pour ça qu'il faut commencer à agir sur la tête et les émotions. Pourquoi? Parce que sinon on se sabote et on voit petit et on n'arrive pas à faire décoller nos projets. C'est dommage parce que en fait, on nous a élevés dans la culture du il faut faire pour avoir. Or, il faut commencer par être pour faire des toutes petites choses et avoir beaucoup. Donc moi, je vous conseille d'être des feignantes intelligentes si vous voulez vraiment être libre. Et donc commencez à agir sur vous, c'est-à-dire sur votre état d'être, vos émotions et vos pensées, parce qu'après vous allez voir que véritablement, il va falloir poser des petites actions. Et les petites actions un peu ce qu'il faut poser, vous pensez peut-être que vous avez hérité d'un programme de gestion qui est pas trop mal de vos parents, mais des fois il vaut mieux ne rien avoir hérité et télécharger le bon, parce que la même chose, la manière de faire de l'investissement il y a 20 ans, c'est-à-dire la génération de nos parents, aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Même dans l'investissement immobilier, c'est complètement différent. Et voilà, il y a d'autres réflexes à avoir. Et ça va encore évoluer dans les prochaines années. Alors moi, je suis économiste à la base. Donc, je suis déjà branchée sur le canal de comment il faudra investir dans 20 ans. Et oui, la manière de voir l'argent et les bons investissements pour la génération qui s'y met maintenant, c'est pas de la même manière que ce qu'on faisait il y a 20 ans. Donc, si on continue à vous vendre le même programme, il vaut mieux ne pas en avoir reçu et télécharger un bon. Mais le problème, c'est que quand vous allez aller voir vos parents et que vous allez leur expliquer ce que vous voulez faire, ils vont vous regarder avec des yeux ronds en vous disant tu es dingue. Et non, c'est eux qui sont dingues de rester branchés sur l'ancien canal. Donc c'est important de réviser ses croyances. Comme tu le disais, oui, la légitimité. Alors les femmes ont énormément le syndrome de l'imposteur. C'est évident, et ça faut l'accepter d'avoir le syndrome de l'imposteur. Vous allez aller dans des milieux où oui,
Moi, quand je vais sur des réunions d'investisseurs, bah tiens, la dernière fois, j'en ai fait une sur Lyon, j'étais la seule au milieu de 50 hommes. Donc, bah ouais, il n'y a pas de complexe à avoir. En même temps, bah, vous allez avoir des échanges super intéressants parce que les gens prendront plus de temps pour vous répondre. Ne voyez pas ça comme un handicap, mais au contraire, voilà, ça détonnera, mais c'est pas pour autant que vous devez ne pas vous sentir légitime pour y aller. Parler d'argent, bah, faut le faire tout le temps parce qu'au démarrage, on est un petit peu gêné. Puis finalement, à force de le faire, et moi, c'est comme ça que j'ai réussi à dépasser mes propres plafonds de verre. J'ai bien été obligée de le faire de par mes jobs, alors que dans ma famille, on n'en parlait pas. Moi-même, je passe ma vie à parler d'argent et plus on le fait, plus c'est facile de le faire. Plus on sort de sa zone de confort, plus c'est facile de le faire. Et au démarrage, c'est toujours un petit peu les dents de la mer. Et c'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner pour en parler avec quelqu'un qui va vous écouter avec un regard complètement bienveillant et vous expliquer comment vous pouvez vous reprogrammer sur ces sujets. Et puis, ça vaut aussi le coup de se poser un moment et de se dire c'est quoi ma stratégie pour y arriver. Bah oui, parce qu'en fait, se lancer sur les sujets de l'investissement sans avoir de stratégie, c'est un peu dommage parce que parfois, vous allez vous épuiser sur des trucs qui sont un peu chronophages, qui vont, voilà, qui sont pas forcément les plus efficaces par rapport aux moyens que vous avez, par rapport aux objectifs que vous vous y fixez, alors que quelqu'un qui s'y connaît saura tout de suite vous le dire aussi. Donc, c'est important de bien se faire accompagner et ça vous permet de vous former, de comprendre en le faisant. Donc oui, il faut en parler de ce sujet-là pour être véritablement à l'aise. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en plus de ça, moi je rajouterais que dans l'immobilier, ce qui aide en fait à se sentir un peu plus légitime et avoir un peu plus confiance, et c'est pas que dans l'immobilier, d'ailleurs c'est dans tous les domaines, et je pense que tu vas le confirmer aussi, c'est simplement de passer à l'action, de faire une toute petite action, même si elle fait peur, de commencer à, je sais pas, organiser une visite d'un appartement, même si on va pas l'acheter, juste pour voir comment ça se passe, et commencer à passer à l'action. En faisant ça, en fait, on va commencer à prendre confiance en soi. On va découvrir que c'est pas si terrible qu'on l'imaginait, que c'est beaucoup plus accessible et que finalement, ben oui, on est légitime de le faire totalement. Quelles actions tu recommanderais, par exemple, de faire une petite action pour quelqu'un qui nous découvre ce soir et qui se dit oui, bon, j'ai encore quelques blocages, etc. Mais quelle petite action elle pourrait faire pour commencer à débloquer sa relation à l'argent? Commencez à écouter des méditations autour de ce sujet. Vous pourrez commencer à regarder des petites vidéos. Alors ça, vous commencez, allez, hop, vous en aurez une d'un quart d'heure tous les jours. Moi, je suis comme toi pour la méthode des petits pas et des micros apprentissages plutôt que se faire violence. Et au bout d'un moment, tout ce qui vous paraissait compliqué va vous paraître simple. Et la même chose, vous en regardez pour comprendre comment fonctionne l'immobilier, pour comprendre comment les gens qui ont monté un business qui fonctionne se sont recablés mentalement et qu'est-ce qu'ils ont lancé. Moi, je crois beaucoup à la preuve par les témoignages. On se reconnaît dans des histoires plutôt que de la grande théorie. Et puis oui, comme tu le disais, c'est des petites actions. Alors, si vous posez la question de savoir qu'est-ce que je pourrais faire en matière d'immobilier, vous faites votre petit budget, vous commencez à aller voir un banquier pour voir quelle serait votre capacité d'emprunt. Et c'est tout. Vous commencez à regarder les annonces pour voir combien ça coûte un bien de temps pas très loin de chez moi et combien ça se loue. Comme ça, vous commencez à cogiter. Et en parallèle des vidéos que vous regardez, en fait, vous allez en fait vous former sans vous en rendre compte. On a cette capacité. Notre mental, au début, ça paraît un petit peu bizarre. Et puis, le micro-apprentissage, ça fonctionne très bien. Alors, ça remplacera jamais le fait de vous former et vous faire accompagner. Alors, moi, je crois plus à l'accompagnement parce qu'aujourd'hui, de l'information, il y en a partout sur Internet. Je vois moi-même, parce que je suis productrice de contenu, je donne tout gratuitement en termes de contenu, donc vous avez tout ce qu'il faut pour passer à l'action. Mais après, justement, c'est la confiance en soi qui manque. Et là, vous avez souvent besoin de quelqu'un qui est à côté de vous, qui croit en vous, à qui vous faites confiance. Vous savez que cette personne ne va pas vous lâcher, qu'elle va vous obliger à voir ce que vous ne voyez pas, quel que soit le sujet. Hein. Donc toi, sur l'immobilier, moi, j'interviens sur plein d'autres sujets. Et comme ça, ça vous évite de faire ces erreurs que vous n'avez pas envie de faire. Parce qu'il y a un sujet qui est très spécifique aussi par rapport à l'argent, c'est qu'en fait, il est plus douloureux, entre guillemets, de perdre 100 balles que agréable de gagner 100 balles. Et en fait, on a le cerveau qui est câblé de telle manière qu'on a tellement peur de perdre et ça surjoue tellement la peur et la douleur liée à la perte d'argent qu'en fait, on s'autorise pas à y aller, ce qui est dommage parce que, en ce moment, voilà, les débats sur les retraites, le fait qu'on change régulièrement de carrière, on n'est plus une génération où on va faire le même job toute notre vie, ça fait que, en fait, c'est presque une obligation de construire sa liberté financière pour pas se retrouver en insécurité. On nous a vendu cette culture de l'investissement est risqué, et non, aujourd'hui, il est plus risqué de ne pas commencer à investir très tôt, quel que soit le support d'investissement. Tout à fait raison. Et je te rejoins sur l'accompagnement, effectivement. Alors, moi aussi, je suis comme toi, je partage beaucoup de contenu. Je peux pas partager tout le contenu parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire sur l'immobilier locatif. Donc, je propose aussi des formations, mais surtout, je propose aussi des accompagnements parce que, comme toi,
Je pense que c'est hyper important d'aider les personnes à se lancer, surtout quand c'est la première fois. Et c'est hyper impressionnant, surtout dans l'immobilier. Enfin, là, on touche tout de suite des dizaines de milliers d'euros, donc c'est quand même pas rien. Euh, donc, on a besoin d'être assuré, de se sentir en sécurité. Moi, je trouve que c'est hyper important de se faire accompagner par des personnes justement qui s'y connaissent, par des personnes expertes dans le sujet. Et justement, est-ce que toi, tu proposes des accompagnements sur mesure pour investir son argent ou simplement pour débloquer la partie relation argent? Les deux, mon capitaine. Généralement, les gens ne cherchent pas juste à libérer leur relation à l'argent. Ils cherchent à libérer leur relation à l'argent parce qu'ils gagnent pas d'argent dans leur business ou pas suffisamment. Donc là, ça se manifeste par la peur de vendre, la peur d'investir, aller chercher aux bons endroits, les tarots qui sont pas les bons, ainsi de suite. Peut-être des choses que tu as traversées quand tu as monté ton premier business. Parce que quand on est entrepreneur, il faut se recabler vis-à-vis de ce sujet par rapport à la relation à l'argent. Et notamment, chez les femmes, il y a beaucoup de femmes qui entreprennent autour des métiers du soin et de l'accompagnement. Du coup, elles ont tendance à trop donner et à pas assez encaisser. Donc là, c'est important de se faire accompagner autant sur sa propre relation à l'argent que le comment je le mets en place de manière alignée avec ma personnalité, le business que je veux développer. Et la même chose, stratégie d'investissement. Mais il n'y a pas une personne sur cette terre qui investit de la même manière. C'est complètement normal puisque on a des objectifs de vie, une manière de voir le monde et une personnalité différente. Donc du coup, moi, j'aime bien bosser avec des personnes sur, justement, on commence par la relation à l'argent. Et quand on fait tomber les barrières, elles s'autorisent à faire des trucs qu'elles ne se seraient jamais autorisées à faire sinon parce qu'elles auraient regardé tout petit ou pas au bon endroit. Puis après, se construire une stratégie avec ce qu'il faut dedans. Et ça, à chacun ses choix aussi vis-à-vis de cette question, puisque toi, tu parles d'immobilier, mais on peut investir. Oui, donc, investir sur soi, déjà première chose, c'est toujours investir sur soi parce qu'on est l'actif qui va le plus nous rapporter dans notre vie, et notamment en levant nos blocages et en apprenant et en passant à l'action. Deuxième chose, monter un business, c'est aussi poser des graines sur l'avenir. Par contre, faut-il encore le faire correctement sous forme de société en levant ses plafonds de verre, ainsi de suite. Stratégie d'investissement, oui, l'immobilier c'est intéressant vis-à-vis de ce qu'on appelle l'effet levier. En gros, c'est se constituer un patrimoine avec l'argent des banques. Et là, faut-il encore ne pas avoir peur de la dette, savoir distinguer la bonne dette et la mauvaise dette, parce que la bonne dette, c'est celle qui va vous aider à faire x10 sur votre patrimoine avec l'argent de la banque. Donc, il peut y avoir un côté très intéressant à tout ça. Et puis après, il y a plein d'autres actifs que sont le crowdfunding, la crypto aussi sur ta génération, un peu moins sur la mienne, même si c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, moi je trouve, c'est un sujet d'avenir. La bourse, il y en a qui investissent dans des actifs rares, c'est-à-dire les actifs de luxe, l'or, et voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Et en fait, il n'y a pas un actif qui est mieux si vous voulez vous sécuriser financièrement. L'idée, c'est d'avoir un peu de tout. C'est ça qu'il faut viser. Mais faut-il encore l'attraper dans le bon ordre? Et ça, si quelqu'un comme moi vous invite pas à une analyse critique, vous n'y arriverez pas tout seul. C'est ça, c'est important comme tu le dis dès le début, de poser les bases. Quel est son objectif? Vers où on veut aller? Quels sont nos projets de vie? Qu'est-ce qu'on veut? Quelle est notre vision? Et en fonction de ça, on saura déjà où on veut aller. Puis on va aussi mesurer le niveau de risque aussi, notre profil de risque. Si on est justement quelqu'un qui aime prendre du risque et on veut aller sur de la crypto par exemple, ou au contraire on a un petit peu peur, on cherche plus la sécurité, on va aller sur des choses beaucoup plus sécures. Mais c'est hyper important, comme tu dis déjà dès le début, de bien poser les choses et d'abord de faire ce travail sur l'argent pour enlever tous les blocages qu'on pourrait avoir, tous les filtres qui nous empêchent de voir l'argent comme il faut, et ensuite d'établir cet objectif et de voir quelles sont les stratégies les meilleures. Et comme tu dis, très important, je pense, de diversifier aussi, de ne pas mettre tous ces deux dans le même panier, bien évidemment. Je pense qu'on l'entend assez, mais c'est important de le répéter, d'avoir un petit peu de tout. Comme ça, s'il y a un élément, un investissement qui perd de la valeur ou qui s'écroule peut-être, les autres peuvent toujours être là pour compenser. Donc ça, c'est hyper important sur ça. Et du coup, toi, avec ton expertise justement d'économiste, tu as beaucoup d'expérience sur le sujet. Je pense que tu as une bonne vision de ce qui se passe aussi en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Quel est justement, selon toi, en 2025, un des meilleurs investissements ou vers quoi tu te diriges pour les années à venir? Comment tu vois le marché évoluer? Alors, l'économie connaît des cycles, hein, tout comme notre niveau d'énergie, tout comme nous dans la vie. Alors, ça aussi, aujourd'hui, vous avez un projet de vie, dites-vous bien que vous n'aurez pas le même projet de vie à 20 ans, à 35 ans ou à 50 ans, vous n'aurez pas les mêmes envies, vous vivrez peut-être pas avec la même personne au même endroit. Donc, c'est important de ne pas s'enfermer. Et quand tu disais,
Quelle pourrait être la meilleure stratégie? C'est ce que je dis, c'est de la diversification. Pourquoi? Parce que, eh bien, en ce moment, par exemple, la bourse est baisse, mais du coup, ça veut dire que c'est le moment d'acheter. L'immobilier, eh ben, mais va reprendre, donc c'est aussi le moment d'acheter. Mais tout le monde donc dit, ah mon Dieu, ça s'effondre, surtout ne fais pas ça. Bon, bah oui, en fait, là aussi, l'argent, il faut prendre conscience de ce truc-là, c'est que c'est un des sujets sur lesquels on a les comportements les moins rationnels. Pourquoi? Bah, quand c'est les soldes dans les magasins, tout le monde va se ruer dans les magasins pour acheter. Quand les parts des entreprises, leur valeur relative est moins chère, tout le monde va dire, ah mon Dieu, il y a un crack, c'est abominable. Ben non, c'est le moment d'acheter. Voilà, et c'est comme ça que pour les investisseurs, pour se prémunir. Et par contre, l'investissement, c'est toujours quelque chose qui se regarde à long terme. C'est pour ça que les gens qui savent investir n'ont rien à faire euh, d'une annonce gouvernementale chez l'un, d'un autocrate dans un pays lointain qui ferait bouger un certain nombre de cours. Pourquoi? Parce que voilà, tout ça, ça va faire évoluer les choses pendant 3 mois, et puis ça repartira dans l'autre sens, et vous rigolez une fois que vous avez appris à investir. Moi, par exemple, je suis dans cette situation-là en ce moment, tout ça m'amuse, parce que on est sur du fait divers, et à l'échelle de l'économie de la planète, voilà, si on regarde tout ça dans 10 ans, ça fera même pas ça sur une courbe. Or, à ce moment-là, en ce moment, ça va avoir nourri tous les médias de la Terre. Voilà, il faut se détacher aussi de l'information pour se dire j'ai une stratégie solide, j'attaque par ce premier investissement. Après, voilà, par exemple, je démarre avec de l'immobilier parce que j'ai une situation stable économiquement et je peux faire valoir l'effet levier. Moi-même, c'est la première chose que j'ai fait. Et après, je diversifie. Une fois que ça commence à être suffisamment stable, je me dis, je commence à lancer ce qu'on appelle un side business, c'est-à-dire mon entreprise en parallèle, parce que ça prend quand même un petit peu de temps aussi d'avoir une activité rentable, qui prendra le relais dans un second temps de mon job actuel. Puis après, je diversifie en mettant, oui, de la bourse, de la crypto, du crowdlending, de l'investissement durable si j'ai envie. Moi aussi, je parle beaucoup d'investissement durable. Les femmes, la question des valeurs et du sens qu'on donne à notre argent est souvent important pour nous. Et autre chose, si votre famille vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs, investissez dans le vin parce que vous, ça fait sens pour vous et que vous avez une analyse par rapport à ça. Il y a plein de choses. Il y a des gens qui investissent dans des terres agricoles. Pourquoi pas? Il n'y a pas qu'une manière de voir l'investissement. C'est pour ça que je parle aussi de personnalité, de valeur. C'est important de faire coller sa stratégie à ce qui fait sens pour nous et pas qu'à une question uniquement de rentabilité. La bonne stratégie, c'est celle qui nous correspond. C'est un peu comme de la haute couture, quoi. C'est la fringue qui nous va, qui nous va bien, qui épouse notre corps et qui va évoluer avec nous. Et c'est pour ça qu'en fait, la pondération de ce qu'on va avoir va changer. Et c'est aussi des fois pour s'autoriser à gagner moins, parce qu'en fait, dans votre vie, il y a peut-être des moments, notamment si vous souhaitez vous reconvertir ou lâcher tout pour partir faire un tour du monde ou je sais pas quoi, ça vaut le coup de pouvoir financer ce type de projet. Donc parfois, c'est s'autoriser à gagner moins en ayant mis de l'argent de côté ou investi aux bons endroits pour pouvoir le faire et accepter que ça aussi, ça évolue. Ok, super, super intéressant. Et en plus, tu me parles d'investissements que je ne connais pas comme le développement durable, donc je serais très intéressée que tu en parles un peu plus. Et est-ce que tu peux aussi nous raconter Tu as dit que tu avais commencé par l'immobilier. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel type d'investissement tu avais fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Raconte-moi un petit peu ton expérience. Alors moi, j'avais investi à l'époque, justement, avant de remettre en question ma relation à l'argent, tout le monde m'a dit, ah, il faut acheter, faut investir dans la pierre. De toute façon, si tu es en France, tu as entendu ça, il faut investir dans la pierre quand tu as ton premier CDI. Alors moi, j'avais pas de CDI à l'époque et j'étais pas mariée et c'était il y a un moment maintenant. J'ai été voir un banquier qui m'a dit, Madame, vous reviendrez me voir quand vous aurez une situation stable. Et c'est pas ce que j'ai fait. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui m'a prêté pour mener ce premier projet immobilier, duquel je suis sortie un certain nombre d'années après. Et j'étais très contente de l'avoir fait. À l'époque, pour réussir justement à avoir mes premiers apports, j'ai vécu en colocation avant ça pour mettre de l'argent de côté pour faire mes premiers apports. Et hop, dès que j'ai pu, dès que j'ai eu suffisamment pour financer en gros les frais de notaire, j'ai acheté, j'ai retapé, puis j'ai revendu un certain nombre d'années après. Et ça m'a permis de commencer à mettre en place quelque chose, puisque moi j'ai démarré avec les poches vides, comme beaucoup. C'est pour ça que je vous dis aussi, je suis un bon exemple. Si vous avez démarré avec les poches vides, oui, j'ai mis de côté mes premiers 100 balles, 200 balles, 300 balles, je vous disais, en vivant en coloc, en ayant un mode de vie relativement simple. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre en place la machine qui a grossi avec le temps, tout simplement. Et là aussi, il ne faut pas essayer de faire des choses fulgurantes extrêmement rapides. Le temps devient votre meilleur allié si vous faites des petites choses, et des petites choses qui vont avoir un effet exponentiel avec le temps. Au plus vous le faites tôt, au mieux ça fonctionne. Super intéressant ce que tu dis. Et est-ce que tu peux nous toucher 2 mots sur l'investissement en développement durable? Ça consiste en quoi? Il y a plein de manières d'investir aujourd'hui, de manière éthique, durable et responsable. Il y a beaucoup de femmes aussi qui se posent ces questions-là. C'est quoi le sens que je donne à mon argent? Déjà, la première des choses, c'est est-ce que vous êtes posé la question des dépôts que vous faites aux banques? Qu'est-ce qu'ils vont financer? Parce qu'en fait, les banques font circuler l'argent derrière. Et donc, oui, il y a. Si vous allez sur Fléco Féminin, j'explique ça. J'ai interviewé des gens qui aujourd'hui proposent de la traçabilité derrière vos dépôts bancaires. Il n'y en a pas tant que ça.
Si vous avez des convictions écologiques et durables fortes, c'est important de se poser cette question, au même titre que votre consommation quotidienne, de l'impact de votre argent et de la manière dont il circule. Il est possible aujourd'hui d'investir, d'ailleurs, ce qu'on appelle, dans ce qu'on appelle les green techs sont aujourd'hui une niche d'investissement extrêmement rentable. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui déposent des brevets pour être plus sobres en termes de consommation d'énergie, de décarbonisation et de process dans les entreprises sont celles qui fonctionnent le mieux, puisque c'est devenu un enjeu économique, puisqu'aujourd'hui, ça coûte tellement cher de dépolluer, ça coûte tellement cher de consommer de l'énergie, ça coûte tellement cher de consommer de l'eau, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se mettent sur ce marché-là. Donc, si vous avez des convictions écologiques fortes, vous pouvez aller là-dessus. Tout comme sur l'immobilier, il y a pas mal de personnes aussi qui mettent en place des projets avec un impact social important, des colocs multigénérationnels, des systèmes d'habitat durable autoconstruits. C'est tout à fait possible de faire de l'immobilier durable aussi. Et ça y est, il y a des premières aussi CPI qui commencent à se spécialiser là-dessus. Donc, ça devient en fait un marché d'investissement aussi, l'investissement durable. Effectivement, je pense que c'est un secteur qui commence à croître vraiment et qui attire de plus en plus de femmes sur le sujet. Donc c'est un autre moyen d'investir et de diversifier son argent et ses investissements. Et oui, et paradoxalement, les femmes, que ce soit d'ailleurs dans ces structures, souvent ces structures sont montées par des femmes. Moi, j'avais bossé sur ces sujets dans une précédente vie professionnelle. Et quand on regarde le nombre d'investisseurs, la proportion d'investisseuses est bien plus importante sur les investissements éthiques et durables que sur le reste des investissements. Intéressant. Écoute, merci beaucoup Ophélie pour tout ce partage. En tout cas, on a je pense, balayé le sujet de manière très globale et en même temps, on a dit beaucoup de choses. On a parlé de la relation à l'argent, de nos différents blocages en tant que femmes par rapport à l'argent, du fait de nos héritages familiaux et aussi dans notre éducation, dans la société, des différents blocages qu'on peut avoir au niveau des croyances limitantes, de nos peurs et de comment justement on peut essayer de s'en libérer. On a vu ensemble du coup comment être un peu plus ambitieuse et oser s'autoriser à être libre financièrement, à gagner plus d'argent, à vouloir plus sans pour autant être prétentieuse. En tout cas, c'était super intéressant. Merci Ophélie d'être venue. Est-ce que pour terminer, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu proposes si on veut aller plus loin avec toi? Trouver sur Frico Féminin de bien des manières, puisque Frico Féminin, c'est un blog où vous avez aujourd'hui plus de 400 contenus. Vous avez une chaîne YouTube où il y a énormément d'interviews et de sujets qui sont l'équivalent de formations qui sont déposés en livre. Et après, moi, je ne fais que de l'accompagnement individuel et sur mesure parce que je pars du principe que nous sommes toutes uniques et que ces blocages, en fait, c'est lié à notre intimité, à la vie qu'on a vécue. Et je vous aide à les débloquer puis après mettre en place des actions alignées qui vous correspondent à 100%. Et pas des programmes en kit. Je fais pas de programme en kit, je ne fais que du sur mesure et à 400% adapté. En tout cas, merci encore d'être venu, c'était vraiment super. Je te remercie de ton invitation et écoutez, bonne marche vers votre liberté financière et je me tiens à votre disposition si vous voulez qu'on en discute.